Merci beaucoup Audrey d'être avec nous ce matin. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le groupe Pierre et Vacances Center Parcs ? Yes, bon, déjà bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Audrey Braillère, je suis la DSI du groupe Pierre et Vacances Center Parcs depuis 4 ans dans le groupe. Pierre et Vacances Center Parcs, c'est 4 marques. Pierre et Vacances, Center Parcs, Adagio, Maeva, leader du tourisme européen de proximité. C'est un groupe qui compte à peu près 13 000 collaborateurs et collaboratrices, qui a une empreinte, un ancrage européen très fort, puisqu'on est présent en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et bientôt au Danemark. Que vous dire d'autre ? On fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires. Et on a des marques qui ont vraiment une identité forte et propre, avec des tailles et des types de business qui sont un peu différents. Et pour vous donner un exemple assez parlant, on a Center Parcs qui fait à peu près 1,1 milliard de chiffre d'affaires sur une trentaine de sites en Europe, et un Pierre et Vacances qui fait autour de 370 millions de CA sur à peu près 180 sites. Voilà, donc c'est des business un peu différents. Et donc l'IT donc couvre tout ce qui est autour de la tech, la data, le digital, et on travaille principalement pour Pierre et Vacances et pour Center Parcs. Super. À quel moment tu as compris que c'était pas une révolution technologique, mais peut-être une révolution de plus grande ampleur? Donc, à quel moment tu t'es dit, tu as eu le IA moment? Le IA moment. Mais moi, j'ai eu plusieurs IA moments. En fait, au début, je comprenais pas à quoi ça allait me servir. Et du coup, j'avais du mal à projeter en fait le vrai usage dans l'entreprise, et à me dire, en fait, c'est pas juste un gadget, et ça va vraiment transformer la manière dont l'entreprise fonctionne, dont les gens travaillent. Je pense que ce qui m'a un peu ralenti, on va dire, dans la réalisation de l'importance du sujet, c'est que nous, on est un groupe de tourisme, donc notre job, c'est de proposer des lieux de vacances et des expériences de vacances, de détente, de loisirs, etc. Et donc, l'IA venait pas complètement éclater notre business model. Donc, je me suis dit, en fait, ça va, on a le temps, puis si ça touche pas au business model, en fait, ça va, c'est pas trop grave. Voilà, et j'ai mis du temps à réaliser qu'il allait se passer plein de choses autour du business model. Et donc, je reviens sur mon point. J'avais pas compris, moi, à quoi ça allait me servir et donc à quoi ça pouvait servir aux autres. Et puis, j'ai eu une discussion avec un copain, complètement informel, qui est un peu plus âgé que moi, et qui m'a dit mais moi, je me souviens, au début de ma carrière, je bossais avec... mon boss, tu te rends compte, cette espèce d'ancien, là, il faisait imprimer ses mails par son assistante. Et là, je me suis dit, merde, je ne peux pas être la DSI qui va faire imprimer ses mails par son assistante. Autrement dit, il va vraiment falloir que j'apprenne à utiliser cette techno. Donc ça, c'était le premier IA moment. Et mais forcément, derrière, ça a attiré le truc de mon COMEX, le COMEX du groupe ne peut pas être ces hommes, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des hommes. Et ça ne peut pas être ces hommes qui vont faire imprimer leurs emails par leur assistante. Et donc, il est de mon devoir de leur mettre le pied à l'étrier et d'embarquer la transfo dans le groupe. Donc ça, c'était le premier IA moment. Et le deuxième IA moment, c'est quand j'ai eu un use case où vraiment je me suis dit, waouh, ok, ça peut effectivement
vraiment accélérer certains sujets et j'ai vu concrètement que ça fonctionnait, quoi. Et donc pour vous donner l'anecdote, j'étais jury dans un truc qui récompensait des startups sur le numérique responsable, sur des projets de numérique responsable, et j'avais 16 dossiers à analyser, des dossiers qui faisaient, je pense, 40 pages chacun, et il fallait que je fasse une note selon 6 critères de tous les dossiers pour à la fin choisir le meilleur. Autant vous dire que, à un moment j'étais dans le train, je me dis tiens, je vais commencer à regarder les dossiers, je dis non mais c'est pas possible, je ne vais pas faire ça. Voilà, et donc on a échangé avec Mathieu qui m'a... Non, j'ai quand même essayé de faire un peu mon prompt toute seule, machin, mais bon, au final on l'a fait en collab, quoi, et ça m'a effectivement sorti toute l'analyse du truc, mais surtout là où ça a été vraiment transformant pour moi, c'est que on a sorti la green analyse, mais ce que je me suis dit, c'est ok, je vais être dans le jury, donc à un moment on va discuter des candidats. Bon, évidemment, vous aurez compris que je n'avais pas lu les dossiers, et il fallait quand même que j'ai un truc à raconter sur ce qu'il y avait dans ces dossiers. Et donc, j'ai commencé à discuter avec mon chat GPT mais en fait, lui, pourquoi tu l'as mis là, et pourquoi pas comme ça, et donc là, on a eu une vraie conversation sur les arguments qui avait amené à positionner l'un plutôt bien sur ses critères, l'autre plutôt moins bien sur ces critères-là, etc. Et je pense que c'est vraiment le sujet de la conversation avec la machine qui a été vraiment le vrai IA moment. Voilà. Je pense à un peu de temps, je sais que j'éclate le timing et j'irai plus vite sur les autres sujets. Comment on s'y prend pour organiser cette transformation de GenAI chez PVCP ? Eh bien, écoute, comme la slide de Ludo il y a 3 minutes, donc on a 2 initiatives vraiment clés. Une initiative qui est plus autour de comment on met le pied à l'étrier aux gens qui ont envie d'apprendre à s'en servir. Donc, moi j'aime bien appeler ça l'initiative un peu organique, c'est-à-dire qu'on donne accès à ces outils à un groupe de collaborateurs et collaboratrices. En l'occurrence, on a appelé le Pioneer Club, c'est toi qui as trouvé le mot, donc, qui est un mot bien marketé qui marche super bien dans la boîte. Voilà, donc on a ce Pioneer Club avec 120 collaborateurs et collaboratrices qui ont donc accès à ChatGPT dans la version qui est sécurisée, où on peut travailler sur les données de l'entreprise. C'est un club qu'on anime, enfin que vous animez d'ailleurs, toutes les semaines, et autour duquel on crée de la conversation sur les usages, donc qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc les gens du Pioneer Club se voient toutes les semaines pour partager sur leur usage du produit et de la techno. Et c'est vraiment pour nous un laboratoire pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'adoption, quels sont les freins, quelles sont les idées aussi, et comment est-ce que les gens prennent ce virage de la requête à la conversation, justement. Et on voit des cas assez incroyables émerger. Je pense qu'on pourrait aussi, nous, avec le recul, la remapper sur l'image du Gartner, la slide là, qui dit en gros, tu as l'expérience, la complexité, et je pense que dans le Pioneer Club, on observe aussi ça, d'avoir des gens qui sont très experts et qui ont des tâches très complexes à effectuer, en fait, qui font des trucs de dingue avec l'outil, et puis des gens qui ont moins d'expertise sur des choses simples et qui, en fait, font aussi des trucs assez fous. Donc, voilà. Ça, c'est la partie, on va dire, organique, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas grand-chose de ce Pioneer Club, à part voir ce qui se passe. Voilà. Et donc être vraiment dans le sujet de l'expérimentation. Et donc là, on peut faire le lien aussi avec le sujet de la gestion de la complexité, parce que quand on ne sait pas, c'est bien d'avoir cette espèce de laboratoire là, d'expérimentation. Et ça nous permet aussi, dans un second temps, d'avoir un groupe de personnes qui est vraiment... une communauté en fait qu'on va pouvoir utiliser pour un déploiement à l'échelle, puisqu'on a 13 000 collaborateurs et collaboratrices, on a à peu près 6 000 personnes qui utilisent l'outil informatique au quotidien,
Donc forcément, on va utiliser cette communauté pour ensuite diffuser les usages à l'échelle. Donc ça, c'est le premier point, le Pioneer Club, une approche plus organique. Et le deuxième axe, c'est d'aller chercher de l'optimisation de processus, donc avec une démarche un peu plus classique, un peu plus pilotée, où on va essayer de faire émerger des cas d'usage pour se dire, tiens, tel process, on peut drastiquement l'améliorer en rajoutant de l'IA. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé les process boosters. Donc comment on fait ? Alors on a commencé par les CODIR des différentes organisations, donc des BL et puis des fonctions, et en allant les voir et en disant, où est-ce que où est-ce qu'il y a des points de douleur, où est-ce qu'il y a des points sur lesquels vraiment il y a de la productivité qui est perdue, et qu'est-ce qu'on peut amener avec l'IA pour améliorer ça. Franchement, au niveau des CODIR, ça ne marchait pas super bien, parce que finalement, on est un peu loin de l'opérationnel quand on est dans un CODIR. Et donc là, depuis quelques semaines, on est plutôt en train d'aller sur le terrain, vraiment dans les équipes opérationnelles, pour faire ce travail d'émergence. Là, on a une 50aine de cas qui sont du coup rentrés dans un backlog et qu'on commence à délivrer. Donc on a monté une équipe qu'on a appelée le GenAI Studio et qui se charge en fait de mettre en place les différents use cases. Et le dernier sujet, c'est qu'on a mis en place des moments de conversation vraiment régulières au niveau du COMEX pour partager sur tout ce qui se passe. Et puis, de tracer aussi la route en fonction de ce qu'on constate et en fonction des évolutions sur les technos. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton portefeuille ? Quels sont les boosters que tu as ? Bien sûr. Alors, on a 3 catégories, on va dire. On a des boosters qui sont très orientés sur la génération de contenu, donc un peu avec ce qu'on a vu avec Brieux en début de matinée, là. Donc nous, on a un business, alors on fait du tourisme, évidemment, c'est notre cœur de métier, mais on est aussi e-commerçant. On fait 80% de nos ventes sur Center Parcs sur notre site web. Et donc, pour ça, on a beaucoup de sujets de contenu. Comme on est e-commerçant, on a aussi un sujet d'acquisition et donc de gestion des campagnes, etc. et de présence sur les canaux digitaux. Donc derrière ça, il y a de la création d'images, il y a de la création de fiches produits, il y a de la création de contenu à destination des clients. Donc on a pas mal de use cases autour de ça. Et en lien avec ça, le sujet de l'hyper-personnalisation qui forcément revient très fort comme étant un nouveau possible. Voilà. Donc ça, c'est le premier lot, on va dire. On a un deuxième lot qui est plus orienté autour de la productivité. Donc comment est-ce que je vais aller supprimer des irritants d'un process un peu compliqué. Je sais pas forcément. Là, on a un sujet par exemple sur le lettrage en finance. On a des sujets avec le juridique. Voilà. La relation proprio, exactement. Et après, on a un autre sujet qui est plus autour de la conversation avec les clients. Et donc là, on embrasse tout ce qui est autour des chatbots. En se disant qu'il va y avoir une révolution de l'interaction client. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les différents points de contact avec nos clients, on a, de manière classique dans le tourisme, le moment où on recherche son séjour, la discovery de la marque, de l'offre, etc. Et puis ensuite, on rentre dans un funnel de choix et puis de réservation. Ensuite, il y a toute la préparation de l'arrivée. Puis après, il y a ce qui se passe sur site. Puis ensuite, il y a l'après-voyage, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, je recommande pas, j'ai des questions, j'ai des complaints, et en fait, sur chaque étape, on a aujourd'hui peut-être un canal de communication un peu différent avec le client. Ce qu'on anticipe et ce qu'on commence à travailler, c'est de se dire que finalement, tout ça, toutes ces étapes peuvent être une conversation avec le client.
Et donc voilà, donc là on teste plein de choses. Alors pour l'instant, c'est pas encore complètement intégré, on est plus en train de créer des capacités à converser sur chacune des étapes du parcours, mais de manière un peu silotée. Et je pense que la vision, c'est d'aller vers quelque chose qui serait complètement sans couture, quoi. Voilà. Et quelles sont les difficultés quand on se lance dans une transformation comme ça? J'ai combien de temps là? Comme je parle beaucoup sur chaque question, je sais que tu as supprimé 40 questions déjà, mais... Non, mais 5 minutes, et puis après on prendra les questions du public. Puis, parce qu'il y en a pas mal, les difficultés. Oh. Non, mais en fait, c'est à la fois... il y a à la fois beaucoup d'envie, beaucoup d'émulation, beaucoup d'idées. Et donc, c'est à la fois super facile. Quand je regarde le budget que j'avais en début d'année et le budget que je vais avoir eu en fin d'année, je pense qu'on l'a multiplié par 3 ou 4. Et ça a été extrêmement facile. Alors que sur tous les autres sujets, quand il s'agit d'aller chercher plus 0,1% de mon budget de base, c'est des heures et des heures de discussion, d'argumentation, de pourquoi, de machin. Là, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de il faut y aller, on n'a pas le choix. Et donc, il y a une vraie mobilisation à tous les niveaux de l'entreprise. Après, il y a aussi beaucoup d'inconnus. Et donc, de la résistance, d'une certaine manière, parce qu'on voudrait pouvoir continuer à faire des choses qu'on sait faire, que ce soit... comment est-ce qu'on fait un projet IT? Un projet IT, on définit un besoin, on fait des specs, alors on peut le faire en agile, on peut le faire en waterfall, peu importe, mais à la fin c'est toujours la même histoire. On définit un besoin, on fait des specs, en petits bouts ou en gros bouts, puis après on code, et puis après on teste, et puis après on déploie, éventuellement on fait un POC, un truc, enfin bref. Et puis on sait à peu près combien de temps on va passer en ratio sur chacune des étapes, quoi. Voilà. Là en fait ça change tout. Donc là en fait on n'a plus besoin de spéquer parce qu'on ne va pas spéquer pour faire 2 jours de dev, c'est un peu idiot. On va passer 15 jours à spéquer pour faire 2 jours de dev et pour ensuite tester. Alors pour le coup le test c'est sans doute le truc qui prend le plus dont le ratio augmente le plus parce que vu qu'on n'a pas à spéquer, du coup il faut passer plus de temps à tester. Et l'autre truc qui change c'est que avant, côté IT, on était plutôt ceux qui attendaient pour mettre en prod que tout soit bien calé, que tout fonctionne, qu'on ait validé tous les trucs de test, qu'on soit mis d'accord avec les opérations pour qu'on puisse mettre en prod. Enfin bref, voilà. Là, c'est plutôt le business qui dit « Attendez, mettez pas en prod tout de suite ». Donc, parce qu'on n'est pas sûr, parce que c'est trop disruptif, parce qu'il faut passer en CSE, parce que... oui, mais si jamais il ne répond pas exactement parfaitement aux questions, voilà. Donc, la difficulté, c'est que c'est nouveau, qu'il y a beaucoup d'inconnus et que ça change la manière dont on fait les projets, déjà, ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point de difficulté qui est sur le fait que c'est ça en plus du reste. Et que, je pense que dans tous les business aujourd'hui, on est très occupé déjà à faire tout un tas d'autres choses. Et que donc faire ça en plus du reste, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup pour les équipes tech, ça fait beaucoup pour les équipes business, qui essayent aussi d'atteindre leurs objectifs de croissance, de rentabilité, de NPS, c'est le Net Promoter Score, c'est une des KPI qu'on mesure dans notre boîte et dans le tourisme en général. Bref, donc il y a beaucoup de choses à faire déjà, et ça vient en plus, et ça vient fort, et c'est nouveau, et c'est disruptif, et c'est complexe, donc voilà. Et le dernier point, je pense, forcément, moi là je vous parle avec ma vision plus tech, mais... Et donc, j'insiste pas trop aussi sur les sur les sujets autour de l'impact social, etc. Je pense qu'une DRH vous parlerait peut-être plus de ça. Mais moi, ce que je vois d'un point de vue tech, dans mon métier,
dans ma responsabilité, en fait, c'est que je pense qu'il y a un vrai... c'est maintenant qu'il faut construire le savoir-faire dans les équipes, et notamment dans les équipes tech, et que pour ce faire, il y a deux prérequis, deux choses qu'il faut qu'on arrive à craquer. La première chose, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire pour vraiment se mettre sur ces sujets-là. Et comme on a déjà une roadmap qui est très très remplie et des difficultés à trouver les bonnes ressources, les bons profils, ce n'est pas évident de faire pivoter en fait les gens sur ces sujets-là. Et le deuxième point, c'est que construire cette capacité interne, ça veut dire que les use cases, on les développe, on les fait nous-mêmes. Voilà. Et ça veut dire mettre des moyens financiers, mais aussi des moyens de temps et des moyens du focus du business avec nous pour créer ces cas d'usage et ces process boosters, etc. Et la tentation est grande, compte tenu du buzz qu'il peut y avoir sur le marché aujourd'hui sur le sujet et du nombre d'entreprises qui ont levé des fonds pour faire plein de trucs hyper sexy sur l'IA, la tentation est grande pour les métiers d'aller travailler avec des spécialistes sur chacun des use cases en fait. Et le point, c'est que, évidemment, l'argument qu'ils mettent en avant, c'est la vitesse et la spécialisation. Là où nous, ce qu'on met en avant, c'est un sujet de capture de valeur en fait. Voilà, et donc il y a un peu deux visions là qui se confrontent en ce moment au COMEX de PVCP sur ce sujet, voilà. Et donc il faut qu'on arrive à trouver une forme de consensus qu'on est en train de chercher sur le sujet. Mais c'est des débats riches aussi. Mais c'est des débats extrêmement riches, effectivement. On va prendre des questions dans le public. Comment tu as défini ton groupe de travail sur l'IA ? Qui est dedans ? Ouais. Comment tu as choisi les personnes ? Ouais. Et ça fait combien de temps que... Ouais. Et les 120 qui ont une licence... Ouais. Yes. Ouais. Alors. Combien ça coûte ? Ouais. Bah ça c'est facile. Ouais. Ça, vous venez nous voir pour combien ça coûte. Ouais. Alors non, n'allez pas voir Mathieu parce qu'il n'en a aucune idée. Mais, Dis-nous. C'est cadeau, c'est gratuit. Bref, on a eu une semaine très riche. Donc, comment on a défini le groupe ? Alors, je vais commencer par le Pioneer Club. Donc, le Pioneer Club, l'idée, c'était de se dire, on prend ceux qui ont envie. Et donc, on a envoyé un mail globalement à tous les employés qui ont un outil informatique pour leur dire, bah voilà, on lance ça. Premier arrivé, premier servi. Voilà ce qu'on va vous offrir, entre guillemets. Donc, une licence, et puis, une licence, une formation, et donc des dojos, donc, qui sont des lieux de partage qu'on fait de manière, toutes les semaines, voilà. C'est le terme qu'on avait employé, ça vient de C'est un truc l'informatique. marketing de Mathieu. Les zones où vous C'est un Je me petit suis déj où demandé on parle. si c'était en lien avec le dojo, tu sais, genre l'endroit où tu vas. C'est ça. Là où tu répètes les katas. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes forcément sur le même site ? Non, 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 c'est en on le visio. fait en visio aussi, ouais. Alors, t'as un truc un peu hybride. T'as les gens qui sont là, ils viennent. Les animateurs de la session sont en général présents physiquement, en tout cas au siège de Paris. Et comme on a envoyé à tous les employés, du coup, on a envoyé à tous les employés en Europe. Et donc, on a des gens qui sont un peu partout. Et donc, eux, les formations, on les a fait en présentiel. Mathieu et Ludovic se sont déplacés. Et pour les dojos, c'est plutôt en visio. Voilà. Il y a deux dojos, un dojo français, un dojo anglais. Ouais. Donc ça, c'est le Pioneer Club. Ensuite, pour la communauté à l'intérieur de... le GenAI Studio, finalement, c'est plus ça ta question, du coup, ceux qui gèrent les process boosters et vraiment le développement des cas d'usage. Donc, qui est le deuxième aspect, le deuxième axe de la transfo. Donc, les gens en interne de l'IT
Bon, bah, moi, j'avais de toute façon nommé un lead sur le sujet. Et après, notre capacité, pour l'instant, elle est quand même très externalisée. Parce qu'on a lancé on a lancé il n'y a pas très longtemps, finalement, il y a 3 mois. Donc voilà. Et l'idée, c'est d'ouvrir des postes, là. Enfin, on a décidé ça cette semaine, donc on va ouvrir des postes. Et ce que je veux faire en priorité, ce que je veux faire idéalement, c'est d'avoir 1 ou 2 personnes qui viendraient déjà de l'équipe, mais donc sur la base du volontariat, et puis des expertises un peu externes pour renforcer ça. Et après, on a une communauté qui est un peu plus large aussi, parce qu'on a, au-delà du Pionnier Club, des gens dans les directions des différentes fonctions des différentes marques qui sont quand même super moteurs. Alors, il y en a qui freinent des cas de fer, puis il y en a qui sont super moteurs pour venir nous voir et nous demander de bosser avec eux, d'identifier des cas, de challenger des cas. Voilà. Ça répond à la question ? Ouais. Thomas ? Ouais, vas-y. Merci pour cet exposé super pragmatique. Nous, il y a quelques années, avant le Covid, on faisait un peu le même truc que ce que tu décris avec du bottom-up et du top-down qui se croisent, mais plutôt sur des sujets de blockchain. Et là, on est en train de faire un peu la même chose sur des sujets d'IA générative. Et à chaque fois, on se heurte à 2 difficultés, et j'imagine que tu t'y heurtes aussi, et ça m'intéresserait que tu nous expliques comment tu arrives à les contrer. La première, c'est comment tu sors du POC, et la deuxième, c'est comment tu sors du club. Je m'explique. Comment tu sors du POC, c'est on a des super cas d'usage, tous ceux qui ont bossé dessus trouvent que c'est génial, eux ont transformé leurs usages, mais tu n'arrives pas à passer à l'échelle, tu n'arrives pas à généraliser. Ou pire, ça déclenche des effets pervers de « Ah ben s'ils peuvent le faire, moi aussi, je vais faire du shadow IT dans tous les sens, et je ne contrôle plus ma data, je ne contrôle plus... voilà. » Et sortir du club, c'est « Ok, je ne suis pas dans les pionniers, parce que je n'ai pas répondu à ce moment-là, parce que j'y croyais pas, machin. Du coup, leur truc, ils peuvent les faire sans moi, parce que quand même, voilà, le chouchou de la maîtresse, c'est pas moi, machin. Donc psychologiquement, tu vois, créer une espèce... Ou pire, les gens qui sont dedans peuvent être aussi un peu arrogants vis-à-vis de ceux qui n'y sont pas. Voilà, comment t'évites de cisailler ton corps social entre les in et les out? Ouais, alors... Je pourrais apporter un éclairage extérieur qui est hyper important. Je voulais mentionner que la culture de PVCP est exceptionnelle. C'est-à-dire que les gens sont humbles, il y a le droit à l'erreur et ils sont constructifs. Donc ça, ça doit aider pas mal. C'est énorme. Oui, merci, parce que c'est vrai qu'en étant à l'intérieur, on ne se rend plus forcément compte de commencer à l'extérieur. Bref. Donc, du coup, ça nous aide, forcément. Ouais, forcément. Voilà. Malgré tout, je pense qu'on a aussi fait quelques choix, mais avec l'impulsion de Mathieu et Ludovic, qui m'ont quand même très très largement accompagné dans l'organisation de tout ça. Le Pionnier Club, déjà, c'était sur la base du volontariat. Donc, premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de « Ah, mais j'ai été choisi, j'ai pas été choisi, machin ». En fait, tu avais envie d'y aller, tu pouvais y aller. Voilà. Si on a fait des erreurs, en plus, on avait eu un petit process où on pouvait récupérer quelques gens qui avaient vraiment très, très envie, etc. Donc, tu peux pas trop avoir ce truc de « Ah, mais moi, j'ai pas été choisi ». Non, en fait, juste, t'as pas eu envie, voilà, tant pis. Bon. Ça, c'est sur la génération. Ensuite, le Pionnier Club, il va pas durer très longtemps. On a dit que c'était 6 mois. Et au bout de 6 mois, on arrête. Et on lance autre chose. Et donc là, ce qu'on lance, il faut qu'on fasse toutes les présentations au CSE. Il en reste 1 ou 2 à faire là, parce que c'est par pays, là, j'ai un truc. Bon, ok, par pays, par marque, donc ça prend un tout petit peu de temps. Mais là, on lance notre GPT interne. Donc on a nommé Alfred. Voilà, c'est le pionnier qui a choisi le nom. Donc Alfred, qui est l'assistant de Batman, c'est ça ? Je crois. Dans Batman, c'est l'assistant de il y a d'autres Batman. Alfred Voilà. dans le monde. C'est vrai. Mais c'était un peu en référence à ça, je crois. Bref. Donc on lance cet outil Alfred à destination de tous les employés. Outil qu'on considère vraiment comme un produit digital et qu'on va faire évoluer. Et donc là, c'est là où on active aussi le Pionnier Club pour nous dire, dites-nous, vous qui avez utilisé ChatGPT
qu'être voilà, notre communauté plus experte, etc. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme fonctionnalité dans Alfred pour continuer à faire vivre le produit et tester un peu les deux en parallèle pour qu'on s'assure que l'outil qu'on offre aux collaborateurs et collaboratrices de l'ensemble du groupe soit bien au niveau des besoins. Et l'autre truc, c'est que on va aussi organiser, alors à une autre échelle, parce qu'on ne fait pas la même chose sur 120 personnes que sur 6000 personnes, mais des sessions de formation, des dojos, et donc là, on va s'appuyer sur la communauté du Pioneer Club pour voilà, dérouler ça dans les prochains mois. Donc ça, c'est sur le sujet du Pioneer. Sur le sujet des POC, en fait, on ne fait pas de POC. Voilà, ce qui nous... du coup, ça nous enlève une épine du pied, enfin, en tout cas celle-ci. En fait, on crée des produits et les produits, ils sont déployés en V1, en V2, en V3, voilà. Mais ils sont tout de suite voilà, lancés. Mais tu disais, et comme dans plein de boîtes, pas que pour l'IA générative, même pas que pour l'IT, la roadmap, elle est blindée, Ouais. il y a 10 000 transformations en Ouais. même temps. Donc, outre la capacité de tes équipes à délivrer, Ouais. la capacité à assimiler, à digérer de la part des utilisateurs, il n'y a pas un moment où tu les satures. Parce qu'en plus, il faut aller vachement vite sur l'IA générative. Oui, enfin, alors après, on fixe le rythme aussi qu'on a envie de se fixer versus toutes les autres contraintes business, etc. On n'est, encore une fois, nous, on n'anticipe pas une disruption complète de notre business model. On a des sujets de positionnement sur la chaîne de valeur, notamment sur les sujets de distrib, mais on considère qu'on a quand même un petit peu de temps. Sur la saturation, on a des populations qui sont quand même très en demande de productivité parce que très, très, très occupés et donc ils sont plutôt preneurs de tout ce qui peut leur faciliter la vie. Je pense que là où on a un point de difficulté, c'est qu'on a des ambitions et des objectifs très élevés sur la génération de chiffre d'affaires, la génération de marge, etc., qu'il y a des plans vraiment précis, détaillés, ambitieux qui sont montés pour qu'on atteigne ces objectifs-là et que ça nécessite du focus. Et donc là où on a plutôt un sujet de collision, on va dire, ou d'arbitrage qui est compliqué à faire, c'est que tu ne peux pas être à la fois super focus sur délivrer ton chiffre d'affaires de la manière dont tu l'as toujours fait. Et donc si je caricature, trafic qualifié, acquisition de trafic qualifié, conversion NPS, voilà, quand tu es hyper focus là-dessus, c'est compliqué de te projeter sur l'avenir de la distribution pour ta marque. Voilà. On va prendre une dernière question. Bernard Xavier. Hugo, dans les hôtels Citizen, donc nous on est assez bon dans l'IA en opération, mais le e-commerce c'est pas trop notre truc. J'ai l'impression que vous lancez plutôt l'IA en tant qu'e-commerçant, mais quelle est la vision pour les opérations et l'expérience client? Parce que si vous voulez faire plus de marge, l'implémentation de l'IA en opération peut justement réduire les coûts et être plus efficace et rapide, optimiser la gestion des coûts dans les opérations. Est-ce qu'il y a une vision là-dessus? Ouais, mais alors en fait, on a plus de cas d'usage aujourd'hui sur les sujets opérations que sur les sujets e-commerçants. Après, je ne sais pas ce que vous mettez, j'ai pas entendu le nom, votre entreprise. D'accord. Ouais. non, mais je vois bien l'enseigne. Après, tout dépend ce qu'on met derrière les opérations. Sur les opérations sur site, globalement, il y a l'accueil, la maintenance, le ménage. Donc là, on va se dire qu'il n'y a pas, un peu sur la maintenance, mais sur le ménage, on n'a pas encore vraiment trouvé ce qui allait drastiquement améliorer la productivité avec l'IA. Après, on a beaucoup de cas sur les fonctions support. Et donc, là, que ce soit au niveau des achats, au niveau du juridique, marketing et vente, parce qu'avant qu'on soit sur vraiment des problématiques de e-commerce, je disais, il y a toute la production de contenu qui prend énormément de temps aux équipes marketing, que ce soit en interne ou avec des agences. Qu'est-ce que j'oublie? La finance.
Alors nous, on a un business model qui est un peu particulier. On a des propriétaires individuels et institutionnels avec qui on a des contrats de bail et donc à qui on doit des loyers dans notre business model. Donc c'est aussi une population qui est très très importante et qu'il faut qu'on soigne. Donc là, on a aussi des cas par rapport à ça. Et puis oui, j'oublie un des cas les plus importants par rapport à votre question sur les opérations, c'est que sur toute l'expérience sur site, on est en train de déployer là un agent conversationnel pour justement libérer du temps aux agents d'accueil qui passaient beaucoup de temps à répondre en fait à des questions sur WhatsApp. Et quand vous avez 2 agents, 2 collaborateurs ou collaboratrices à l'accueil pour un parc où vous avez 600 ou 700 cottages avec 4 personnes dans chaque cottage, vous pouvez imaginer que vous passez du temps à répondre sur le WhatsApp. Bref, donc là, on a un agent conversationnel qui répond à 90% des questions qui sont posées sur les sites. Et donc, on est en train de déployer assez massivement sur Center Parcs. Et voilà. On peut faire une dernière question si on répond rapidement. Très rapide, c'est quoi le point d'inflexion qui vous a fait dire qu'il faut passer d'un ChatGPT plutôt classique à Alfred? L'argent. C'est trop cher, trop cher. Et voilà. pas de licence copilote intégrée, on est dans une autre plateforme, quoi. Ouais, bah alors, donc ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Okay. Mais là, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, Copilot, il n'est pas au niveau. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, on avait commencé par Copilot avant de travailler avec Where We Go. Donc, on avait lancé une expérimentation avec Copilot en janvier 2024 sur une 50aine d'utilisateurs. Et franchement, c'était pas très très bien. Okay. Donc, on a arrêté. Voilà. Potentiellement temporairement. Bah, on est quand même très Microsoft, nous, donc toute la collab est sur Microsoft. On a 80% de notre SI qui est sur Azure. Après, on est très content d'utiliser les services Azure, justement pour Alfred ou pour d'autres cas d'usage. Mais pour l'instant, Copilot, ça ne vaut pas le coup. Enfin, c'est notre conviction en tout cas. Sur cette belle touche sur Microsoft, on va s'arrêter là. Mais on adore Microsoft. Sur Azure, ouais. Et un grand merci. Merci beaucoup.